Bonjour, je vois que vous commencez à arriver. On va surtout attendre Marie. Et bien là voilà. Est-ce que pendant que Marie se connecte, vous pouvez me faire des petits signes dans les commentaires pour me dire si vous entendez bien. Je suis contente de vous voir nombreux arriver. Et voilà Marie. Salut Tiffany, Ah, bonjour tout le monde. alors attends, moi je ne t'entends pas. Ah, euh, Mhm. C'est chez moi, t'inquiète pas. c'est vrai? D'accord. Ok. Parce que j'avais mis mon micro, mais en fait, il me fait écouteur aussi. D'accord, donc tu m'entends, tout le monde m'entend et moi je t'entends, donc c'est bon. C'est parfait. Bonsoir tout le monde, merci. Coucou tous ceux qui arrivent, merci de nous rejoindre. C'est un live important pour moi, j'ose le dire. Euh, alors, comme tout le monde s'entend, comme tout le monde se voit, on va commencer tout simplement par se présenter. Marie, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je m'appelle Marie Cibot, je suis vétérinaire de formation et aujourd'hui je pratique même mon activité vétérinaire exclusivement, enfin mon activité est exclusivement dédiée à l'accompagnement des animaux seniors, vieillissants ou en fait à la fin de leur vie. Donc voilà, donc vraiment mon travail, je ne fais plus que ça. Donc ça veut dire que je travaille même plus en cabinet, je fais des accompagnements à domicile ou en visio, on pourra en reparler. Et, Et je suis très heureuse que tu m'aies invitée ce soir parce que on se connaît notamment par l'intermédiaire de mon travail et de ce que tu as vécu avec Diva, ta petite chatte dernièrement. Et donc du coup, je te remercie plus de m'inviter ce soir pour parler de cette activité qui est bien spécifique dans le sens où en fait on est très peu, en fait on est même que deux structures vétérinaires aujourd'hui en France à être dédiées à l'accompagnement de la fin de vie de nos animaux. Donc de mettre en lumière notre travail qui est un peu pionnier en France, pas à l'étranger par contre, hein, faut pas à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt assez bien développé, tout ce qui est soins palliatifs, soins de confort à la fin de vie et accompagnement de la fin de vie et l'après, parce que je fais aussi de l'accompagnement au deuil animalier. C'est en tout cas plus développé que chez nous, mais en France très peu. Donc c'est bien de donner la parole à ces personnes-là pour qu'on essaye d'en parler de plus en plus et que ça se développe parce que je pense vraiment que, enfin si je le fais, c'est parce que je pense vraiment qu'il y a un intérêt et que ça apporte beaucoup à l'animal, à sa famille, et ça tu pourras en témoigner. Et je dirais même plus loin, ça apporte à tous les gens qui gravitent autour de cette famille et de cet animal. Donc voilà, j'en sais rien, les pet-sitters, les éducateurs, famille au sens large, les enfants, les grands-parents, les cousins qui connaissaient l'animal, et aussi tout ce qui est soignant, donc avec les ostéopathes, les équipes vétérinaires, vétérinaires ASV. En fait, plus on accompagne bien cette fin de vie et plus c'est confortable et plus serein pour l'ensemble des personnes et j'ai envie de dire même des congénères animaux qui vivent avec l'animal qui va décéder. Enfin voilà, c'est bénéfique, je pense, pour tout le monde. Je ne peux que confirmer. Du coup, je vais me présenter aussi. Marie a mis en avant le point le plus important de ce live qui ne sera pas sans émotion pour moi, qui ne l'est d'ailleurs déjà pas. Ça me fait toujours quelque chose de te retrouver, forcément. Donc moi, c'est Tiffany. Pour ceux qui sont arrivés sur cette page, ne me connaissent pas encore, j'accompagne les personnes en deuil depuis à peu près 3 ans maintenant. J'ai un podcast pour aider les endeuillés à se sentir moins seuls. Euh, je fais des suivis individuels et surtout, vraiment, ce qui m'anime le plus, c'est la sensibilisation, la formation auprès soit d'équipes au sens large, soignantes ou non, soit du grand public, pour que les endeuillés se sentent moins seuls dans ce qu'ils vivent, quel que soit le deuil qu'ils traversent. Donc voilà,
Et c'est pas parce qu'on fait ce métier qu'on est épargné. Donc déjà, je le fais pas par hasard parce que forcément, ce sont des deuils qui m'ont amené sur ce chemin. Et puis, cette année est une année particulière puisque je regarde sa photo en même temps que je vous parle. Effectivement, j'ai accompagné la fin de vie et le décès de Diva. Bon, vous entendrez l'émotion. Diva qui était donc mon grand amour de chat. Et, euh, et dans cet accompagnement, tu as fait une différence phénoménale. Je ne le dirai jamais assez. Donc c'était très important pour moi de commencer cette série de live parce qu'il y en aura d'autres avec toi. Et, euh, et c'est un deuil qui est particulièrement important aussi pour moi, parce que c'est un deuil qui n'est pas forcément compris. Donc je suis vraiment super contente que tu aies accepté, qu'on puisse en parler. Et bien sûr, j'ai une immense pensée pour Diva, sans qui on serait peut-être pas là. Bah, c'est certain, on serait pas là sans Diva. Euh, du coup, tu nous en as un petit peu parlé, mais j'aurais bien aimé savoir dans ta pratique ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit je vais me spécialiser sur ces sujets-là. J'avais prévu les mouchoirs, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit voilà, je vais me dédier à la fin de vie, au décès et au deuil des animaux? Euh, On me pose souvent cette question, donc j'y ai quand même réfléchi tout le cheminement, en tout cas, parce que j'ai pas encore peut-être complètement toutes les clés, même si on pourra en reparler. J'ai vécu un décès de mon animal à 10-11 ans qui était pas le plus parfait qui soit, etc. Donc je pense que je n'avais pas pu faire le au revoir, par exemple, donc qui est, je trouve, important et aujourd'hui, je fais en sorte que le au revoir justement de la famille à l'animal soit le plus beau possible. Donc il y a probablement cette petite chose qui traîne chez moi. Mais je dirais plus récemment, en fait, j'ai voulu être vétérinaire depuis que je suis toute petite. Et quand je suis rentrée en études vétérinaires, j'avais une passion que j'ai toujours, qui est les chimpanzés, en fait, une espèce en voie de disparition sur laquelle je travaille en Afrique. Je suis aussi chercheuse associée, en fait, en parallèle de Solam. Je dis que bon, je passe beaucoup de temps pour Solam, mais j'ai encore quelques petites activités annexes. Je suis un peu multicasquette et j'aime bien être assez active, on va dire. Donc j'étudie les chimpanzés et en fait mes thématiques de recherche depuis depuis 12 ans sur les chimpanzés, c'est vraiment je travaille dans une zone en Afrique où il y a des interactions entre les chimpanzés qui sont sauvages et les humains. En fait, il y a une destruction importante de l'habitat, etc., qui sont très fortes. Et mes sujets de recherche, c'est exactement là-dessus, sur la relation entre les humains et les animaux, entre les humains et les chimpanzés. Comment ils cohabitent, quels sont les conflits, quels sont les points qui les rassemblent, enfin comment le chimpanzé s'adapte, etc. Et en fait, quand j'ai commencé la pratique en clientèle, donc en cabinet vétérinaire, en clinique vétérinaire, c'est moi, j'ai voulu être vétérinaire pour soigner les animaux en premier, hein, et en fait, avant même de commencer les études, on pense qu'aux animaux, on pense pas aux familles qui les accompagnent. Et finalement, en allant travailler en clinique, c'est aussi cette partie-là qui m'a extrêmement intéressée, même passionnée, je peux dire, et je me suis vraiment investie dans voilà, comment faire pour que la relation entre l'animal familier de compagnie et sa famille se passe le mieux possible, etc. Et je me suis vite rendu compte qu'au moment où en fait il fallait absolument que ces liens bah, soient soit honoré, je dirais, ou en tout cas sublimé, c'est au moment justement de la séparation, au moment du décès de l'animal, et que c'est là où en fait les liens étaient plus tangibles, où il fallait, on pourra en reparler, mais j'ai même encore la semaine dernière, j'ai accompagné un monsieur et une dame qui allaient perdre leur chien, et le monsieur qui avait jamais eu de chien avant m'a dit mais c'est incroyable comment mon chien vient de m'apprendre encore quelque chose d'incroyable. Je le perds là aujourd'hui. On va cet après-midi à l'euthanasie avec son vétérinaire. Moi c'était en visio, hein, l'entretien que j'avais avec ce couple. Et je me rends compte du lien inestimable que j'ai tissé avec mon chien, qui est incomparable avec une relation humaine. C'est juste une relation entre un humain et un chien. Enfin, en fait, elle est incomparable parce qu'elle a une essence, une authenticité, une fidélité, quelque chose de très pur, cette relation. Et en fait, c'est au moment de la fin de vie où on peut encore plus la mettre à l'honneur et y faire attention. Et je pense que ça a été ça le point de départ. Après,
je pense que ce qui m'a décidé, c'est que je me suis arrêtée un petit peu de travailler en clinique pour accueillir mon deuxième enfant. Et donc, je suis restée pratiquement un an à élever mon petit garçon qui est né, etc. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai créé, j'ai pensé, etc. Et en retournant en clinique, j'ai prévenu mes patrons que j'allais quitter pour créer Solam. Et quand je l'ai prévenu mes patrons, il y a un de mes patrons qui m'a dit mais c'est génial, mais oui, mais c'est une super idée. Et en fait, on a travaillé ensemble et aujourd'hui, c'est mon associé chez Solam. Voilà, toute l'histoire. Je te rejoins complètement. Moi, aujourd'hui, d'avoir traversé cette étape avec Diva, donc pour que les gens recontextualisent un peu, Diva a été très malade en fait sur les 6-7 derniers mois. Donc c'était vraiment un accompagnement de fin de vie assez difficile, j'ose le dire, pour, en tout cas pour soulager au moins ses douleurs. Et donc moi, j'étais très proche de mon vétérinaire et en fait, j'ai réalisé à quel point c'était, dans mon expérience en tout cas, à ce moment-là, que j'aurais eu le plus besoin de mon vétérinaire, de sa présence, de son soutien. Et alors, malheureusement pour nous, c'est à ce moment-là que notre vétérinaire nous a lâchés parce que je pense qu'on avait des très bonnes relations et que là, c'était difficile aussi pour lui d'être un peu en bout de compétences, de plus trop savoir par quel bout prendre le sujet de Diva. Et donc finalement, nous, on s'est retrouvés sans la personne qui, on le pensait, allait nous accompagner jusqu'au bout, pile au moment où on en aurait eu besoin. Et vraiment, ensuite, on a recréé un équilibre avec des vétérinaires qui ont pris en charge Diva pour sa maladie par des rendez-vous, je dirais, physiquement, pour les examens, tout ça, et toi, en parallèle, qui venait apporter cet aspect où tu es à l'aise avec le fait de parler de fin de vie, où tu es à l'aise avec le fait de réfléchir sur le moment de l'euthanasie ou pas. Enfin, dans notre cas, c'était un vrai sujet sur les choix qu'on voulait faire après. Et donc, nous, on a trouvé un vrai équilibre entre avoir notre vétérinaire pour les consultations, pour suivre sa santé vraiment purement physique, et à côté d'avoir ces temps à la fois de débriefing avec toi où on pouvait digérer un petit peu ce qui s'était dit dans les consultations, te reposer des questions, recomprendre un petit peu ce qui se passait et évoquer certaines choses que, en tout cas dans notre expérience, on n'a pas pu évoquer avec les vétérinaires qu'on a consultés. Je vais rebondir là-dessus parce que en fait, il y a des vétérinaires, en fait, en effet, tous les vétérinaires sont différents et il y a des vétérinaires qui sont... Enfin, en premier, ce que je voudrais dire, c'est que, parce que tu as dit, mon vétérinaire est à bout de compétences, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est compliqué à gérer pour un vétérinaire, c'est qu'un vétérinaire, c'est un soignant, il est là pour soigner. Et donc, des fois, la fin de vie met en difficulté certains vétérinaires, pas tous, hein, mais certains, et je sais pas si c'est le cas du tien du tout, hein, euh, met en difficulté ce fait que on arrive sur un moment où on peut plus soigner, alors que c'est notre vocation de soigner. Enfin, c'est pas qu'on est né vétérinaire, mais en tout cas, on est devenu vétérinaire pour ça, pour soigner, pas pour donner la mort, en fait. Et donc, ça peut être mal vécu déjà par certains vétérinaires de, en fait, d'échouer au fait que la maladie, elle est plus forte, qu'elle évolue, etc. Et donc, ça peut mettre certains vétérinaires dans des postures même émotionnelles qui sont difficiles à gérer pour eux. Et ça me fait rebondir sur la suite où, en effet, il y a des vétérinaires, mais comme chacun d'entre nous, qui ont des compétences différentes et avoir des compétences sur l'accompagnement émotionnel, on peut se former et ça se travaille. On n'a pas du tout ça dans notre, ou en tout cas de façon très petite par rapport à toute la masse de travail et de connaissances qu'on a à acquérir lors de notre formation vétérinaire, ces compétences-là qui sont plus liées à l'intelligence émotionnelle, etc., on les travaille moins. Et, euh, et donc, c'est certain, il faut le dire, et c'est pas une critique, que il y a des vétérinaires qui vont être plus à l'aise d'aborder ces questions-là plus facilement et qui vont avoir un soutien émotionnel plus fort dans ces moments où en fait en fait on n'est plus dans le soin à ce moment-là quand il y a une maladie qui est incurable, qui est diagnostiquée et qu'on doit avancer pour gérer la qualité de vie, mais on sait que la fin inexorablement va aller vers le décès.
On est là pour prendre soin, et pour prendre soin évidemment en un de l'animal et en deux de sa famille. Et en trois, moi j'ose espérer de soi-même et de son équipe vétérinaire, si on parle des vétérinaires. Mais tout ça pour dire que du coup, euh, on peut avoir des accompagnements différents en fonction de ces vétérinaires et c'est là que je me place parce qu'en effet moi je me suis formée pour pouvoir accompagner de façon enfin et puis ben, évidemment je pense que j'ai ça aussi naturellement en moi et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup faire et que je comprends etc mais d'accompagner de prendre soin et d'accompagner beaucoup sur le côté émotionnel des prises de décision qui sont ultra difficiles à la fin de vie d'un animal elles sont liées à l'euthanasie mais pas que hein, sur pas mal de choses avec, on pourra en reparler, et c'est ce que tu as vécu, Tiffany, et avec ton conjoint aussi pour Diva, c'est ces remises en question, ces fins de vie où en fait ça va un jour, ça va pas un autre jour, donc avec vraiment du stress lié à ces fins de vie qui sont fluctuantes, etc., dans la qualité de vie. Donc on reparlera de ce que le rôle d'aidant en fait pendant toute cette fin de vie qui a un poids très très fort. Et donc Je te coupe parce que je suis très contente que tu poses ce mot, mm, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Alors j'avais la chance de pouvoir le faire, hein, mais j'ai vraiment arrêté la plupart de mes mm, activités euh, parce que Diva, comme n'importe quel membre de ma famille en fin de vie, avait besoin d'une présence permanente euh, et quelle était ma priorité et que effectivement c'était vraiment un rôle d'aidance jour et mhm, nuit, euh, beaucoup la nuit parce qu'elle m'a ouais. beaucoup Avec réveillée la fatigue qui s'installe, enfin, avec beaucoup de choses, oui. Mm. et encore plus que le reste, je crois que cette période des danses, de la fin de vie, quand, ben, oui, comme tu l'as dit, on peut plus guérir, mais en même temps, ben, on a un animal qui est encore là, qui est encore bien, ben, on va pas l'euthanasier tout de suite. Et donc, du coup, ben, cette période d'entre deux, on en parle encore moins, où ben, c'est une vraie implication des familles. Je parle en mon nom en tout cas, parce que moi, je me suis souvent dit aussi qu'une des grandes difficultés, c'est que quand on a un humain qui est dans cette étape de vie, on peut avoir beaucoup de soins mis en place à domicile ou dans des structures avec des présences quotidiennes de soignants. Or là, quand c'est l'animal, on est seul, hein. On a des rendez-vous à des moments avec les vétérinaires, on peut échanger en cas de besoin, mais en fait, on doit énormément apprendre à s'autonomiser, à prendre des décisions dans le quotidien sans avoir des petites visites quotidiennes de quelqu'un à qui on va pouvoir poser des questions, sur qui on va pouvoir se reposer pour certains soins. Non, tout est à prendre en charge en fait, hein. Oui, complètement. Et c'est vraiment là que je me positionne, et tu l'as bien dit, en fait, tu as eu l'impression qu'on était, qu'il y avait toi, Diva, ta famille, ton vétérinaire traitant qui gérait la pathologie, la médication à prendre en charge, etc. Et moi, j'étais là aussi en parallèle, autre pôle vétérinaire pour t'aider dans comment on s'organise, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue qualité de vie, la prise de décision quand il a fallu un peu avancer, etc. Sur ces questions-là. Et c'est vraiment ce rôle-là que je prends. Que ça soit à domicile ou en visio, en fait, je ne suis pas vétérinaire traitant des animaux que je suis. Je suis vraiment là en complément de ce qu'apportent les vétérinaires. Et tu l'as très bien noté. Et tu l'as très bien. Voilà. Du coup, on va arriver au sujet principal dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, qui est effectivement un sujet difficile, qui est un moment extrêmement difficile pour nous, famille. Euh, voilà, c'est le moment où se pose la question de l'euthanasie. Euh, et donc, du coup, bah forcément, c'est la question que tout le monde te pose en général, la question qu'on a vécue ensemble, c'est ben, comment savoir quand c'est le bon moment? Mm. C'est la question que tout le monde pose parce qu'on n'a pas de réponse exacte à donner et qu'en fait, il n'y a pas de réponse toute faite et donc ça complique la décision. Parce que vraiment, il faut s'adapter à tout, c'est pas rien de prendre cette décision. Donc, la décision d'euthanasie, elle dépend de considérations médicales, hein. On en a parlé, Diva, elle avait une maladie bah, chronique qu'il fallait gérer médicalement plus ou moins, etc. Donc, la décision d'euthanasie, c'est des raisons médicales, hein. On va avoir euh,
je sais pas, par exemple, des animaux qui vont avoir des vomissements en fin de vie, des diarrhées qui ne s'arrêtent pas, des pertes de poids, une faiblesse musculaire. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. On peut avoir des considérations éthiques en fait, hein, et c'est là où l'éthique c'est comment on est par rapport à la souffrance, ou est-ce que c'est le cursus enfin le, Le quoi? curseur. Le curseur, plus que le cursus à mettre. Il y a euh, mine de rien, il y a des considérations financières aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le suivi chez le vétérinaire, les suivis par exemple d'examens sanguins ou de perfusion sous-cutanée ou de perfusion tout court sur plusieurs jours d'hospitalisation quand on a une insuffisance rénale chronique par exemple chez un chat, ça coûte aussi, et comment on peut faire pour réussir ou pas. Et puis il y a des considérations aussi, moi j'appelle de commodité. Alors on les aime pas celles-là, les considérations de commodité, mais elles comptent quand même dans la prise de décision, ou en tout cas elles peuvent accélérer des décisions. Euh, je vais bien expliquer parce que c'est un peu compliqué à savoir, mais en tout cas tout ça, ça explique que c'est lié en fait à la famille aussi, et à et à l'individu animal en fonction de lui, parce qu'on peut avoir, je repars aux commodités après, mais l'animal il peut être en fait, il y a des races et puis des individus, un mental qui est différent en fonction de l'individu. Et donc, une même maladie à un même stade peut avoir des répercussions physiques et psychologiques différentes en fonction des individus. On imagine très bien, je sais pas, le labrador qui est multipathologique, il a plein de pathologies, plein de maladies. Et en fait, il est encore là mentalement, ils continuent à essayer de se lever, à secouer la queue quand on arrive, parce qu'en fait, ils ont un mental d'acier, quoi, ce type de race. Alors que d'autres races avec les mêmes pathologies, ils vont plus s'enfoncer, avoir moins de joie de vivre, et donc on va parler plus de dignité, etc., plus rapidement, alors qu'il a les mêmes pathologies. Et quand je disais considération de commodité, c'est typiquement, je donne toujours cet exemple-là, de la personne âgée de 75 ans, 80 ans qui habite dans un appartement au troisième étage sans ascenseur, qui a on va reprendre ce fameux labrador arthrosique de 30 kilos, 35 kilos, 40 kilos, qui arrive plus à se lever, qui a un continent urinaire, qui fait sous lui, aussi fécal, qui fait ses besoins dans tout l'appartement, etc., que la dame, elle a pas la force pour le descendre. Et donc, en fait, il y a une qualité de vie qui va s'altérer beaucoup plus vite, mais qui est liée aussi à ce que cette personne, qui fera tous les efforts qu'elle peut lui apporter. Et donc, on ira des fois sur des décisions d'euthanasie qui peuvent faire plus ou moins mal au cœur, mais en tout cas qui ont du sens pour que l'animal vive le mieux possible le plus longtemps. D'accord? Oui, et puis Et quand parfois, c'est rassurant. ça, tu vois, moi, ça me fait repenser typiquement dans les traitements de Diva, on avait un traitement à donner matin et soir à heure vraiment très fixe, plus ensuite toutes les 6 heures dans la Mmh. journée, un autre traitement. Donc là, ça demande aussi à ce qu'il y ait une disponibilité de la part de la famille pour assurer sa prise en charge et donc pour pouvoir aussi assurer son confort, sa qualité de Ouais. vie. Et ça me fait penser à autre chose, tu sais, des fois ça peut être lié à l'individu aussi. Toi, Diva, elle a bien pris les traitements tout le temps. Totalement. C'est de la chance. Il y a certains animaux qui, au bout d'un moment, ils veulent plus, en fait. Et souvent, moi, je dis aux gens, bah oui, et en fait, il faudrait lui donner le traitement pour que ça se passe bien le plus longtemps possible. Mais est-ce que le but, c'est aussi de se battre avec votre animal pour que tous les soirs, quand il vous voit arriver, il va se cacher parce qu'il a pas du tout envie que vous lui ouvriez la bouche pour mettre la pipette et pour lui donner son médicament. Et en fait, le but, c'est aussi justement parce que là, on va rentrer dans cette histoire de culpabilité liée à la décision d'euthanasie, etc. Mais même donc je suis désolée, encore sur l'avant et pas sur l'euthanasie, Tiffany, mais et aussi moi, mon rôle, c'est d'être avec les gens, de leur dire, bah oui, oui, mais en fait, est-ce que ça vaut le coup? Et comment on se positionne par rapport à ça? Moi, j'ai pas obligatoirement les réponses, en fait. C'est d'apporter des questions qui sont éthiques et des considérations aux gens aux familles que j'accompagne, pour qu'ensemble on se pose les bonnes questions et qu'on fasse des choix conscients ensemble. Mais ça va être, est-ce que ça vaut le coup de continuer à lui donner son médicament? Alors certes, on va arrêter, donc elle va peut-être se dégrader plus vite, votre chat ou votre chienne ou votre chien, mais la relation que vous avez avec lui, peut-être elle ne va pas se dégrader, alors que de se battre toutes les journées jusqu'à ce que son chat veuille plus te voir
parce qu'elle a trop peur du médicament. Est-ce que ça a un sens en fait à la toute fin de vie? Et c'est toutes ces 100% questions-là qu'on peut d'accord, se hein. poser. Et d'ailleurs, donc toi et moi, on en a déjà parlé parce que j'ai trois Mm, chats, un chien, et j'ai un autre chat qui a été gravement malade en parallèle de Diva, qui effectivement n'a pas du tout la même personnalité. Donc il y a aussi la personnalité de l'animal et qui, elle, a ben, pas du tout les mêmes facilités à prendre des traitements et forcément ça rentre dans les prises de décision. C'est toujours cette balance bénéfice-risque entre guillemets ou alors effet délétère quoi, hein, bénéfice effet délétère et puis parfois bah oui il y a le bénéfice du médicament mais mm, au détriment de plein de choses et oui ça dépend de la famille, de notre disponibilité tout ça mais mm, aussi de l'animal et de mm. ils savent nous faire comprendre plein de Et choses. après, il y a plein de petites astuces quand même pour essayer d'y arriver, etc. C'est pas, voilà, On a quelqu'un, pardon, qui nous dit, donc il dit nos chiens, mais on peut dire nos animaux, ça marche très bien pour les chats aussi, ne se plaignent pas. J'ai vu trop tard son problème d'une infection. Les vétérinaires, pareil, j'ai dû prendre la décision. Donc voilà, il y a plein de gens qui nous demandaient, je vous le lis, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, Là, on parle d'un cas où effectivement il y a une longue maladie, on a le temps d'en parler, Euh, mais il y a aussi tous les cas où brusquement il faut prendre la décision et où on est face au mur finalement. Mm. Euh, bon, alors, Oui, et il y j'ose a des animaux, euh, en effet, les animaux se plaignent pas. peu ou voire pas du tout, et des fois, enfin, voilà, des fois, on arrive dans des cas désespérés sans avoir vu, et là, c'est pareil, il y a toujours un peu de culpabilité parce qu'on se dit peut-être que si j'avais vu, etc. Mais en fait, des fois, ça va trop vite, et la preuve, même les vétérinaires ne l'ont pas vu arriver, et voilà. Et cet effet-là, on peut même l'avoir dans la longue maladie parce que, en fait, même nous, enfin, moi, je me souviendrai toujours de quand je t'ai prévenu que ça y est, on avait laissé partir Diva, qui était surprise parce qu'en fait, même dans la maladie, c'est exactement ce que tu décrivais. On a le temps, hein, effectivement, d'y penser avant. Sauf qu'en fait, on peut être à un moment où, waouh, ça va mieux. Nous, c'est ce qui nous est arrivé, hein. On était dans une semaine, waouh, ça va mieux. Là, ça faisait des mois que c'était pas aussi bien allé. Et en fait, d'un seul coup, patatras, et c'est pareil, la décision Oh, attendez. est brutale. Je vais sortir mon chat. Euh, donc voilà, la décision, même dans le cas de la maladie, et c'est pareil pour l'humain, moi qui accompagne les entités J'ai aussi une humains. chaîne qui donne un peu de la voix. Euh, Oui, et je dirais ça dépend aussi des profils de maladies, Tiffany. Tu vois, c'est souvent, moi je l'explique dans mes entretiens, c'est qu'on a des maladies qui ont des profils d'évolution qui sont différents. Et déjà, faut en plus différencier le vieillissement sain, celui qui se passe bien, mais qui quand même le corps vieillit, que pour nous et comme pour les animaux, avec des poils, les poils qui blanchissent, on voit moins bien, on sent moins bien, on fait de l'arthrose. Enfin, tout ça, c'est du vieillissement sain. Et puis il y a le vieillissement pathologique aussi, où il y a des maladies qui s'ajoutent. Et après, ces maladies, elles peuvent avoir des profils d'évolution qui sont différents. C'est évidemment, il y a des exceptions qui confirment les règles, mais quand même, tu vois, il y a une maladie chronique. Souvent, il y a, voilà, Les paliers, l'animal des paliers, mais tu vois, ça descend par paliers, mais quand même assez régulièrement. Alors qu'une maladie de type cancer, ben souvent c'est un peu ce cas-là quoi. On voit pas obligatoirement, ou alors on sait qu'il y a le diagnostic, mais pour l'instant ça va. Voire on le voit pas, hein, comme là c'était une infection, mais ça peut être cancer aussi, on le voit pas du tout parce que en fait il y a par exemple les mangiosarcomes de la rate. Des fois, on a la chance de le diagnostiquer tôt, et parfois, on n'a pas du tout la chance de le diagnostiquer tôt parce que ça passe complètement inaperçu jusqu'à ce que la rate saigne, en fait, et que là, il y a une hémorragie interne et qu'on soit obligé d'agir des fois en urgence. Et là, donc, ça va. Et puis d'un coup, voif, on voit pas très bien avec mon écran, mais voif, ça tombe d'un coup, en fait, la qualité, enfin, l'état de l'animal. Et donc, on a des prises de décision parfois où on peut en effet prendre le temps sur des maladies chroniques, ou parfois c'est accéléré. Néanmoins, quand même, moi je tiens quand même à le dire, la décision d'euthanasie, c'est très rarement une urgence. Euh, Ça veut dire que moi je dis tout le temps, et je fais de la formation auprès des vétérinaires et des assistants, enfin des équipes vétérinaires et assistantes vétérinaires, pour dire que je pense qu'il faut tout le temps dissocier, à minima en fait de quelques heures.
parce que ça peut être quand même dans la journée, mais de quelques heures. Il faut dissocier vraiment l'annonce de la maladie, de la fin de vie imminente, euh, à la prise de décision d'euthanasie, à l'action de l'euthanasie en elle-même. Et vous me direz, bah, parfois, c'est vraiment compliqué, il faut agir vite. Oui, mais quand même, on peut hospitaliser l'animal 1 ou 2 heures avant son euthanasie, sous tranquillisant, sous morphine à haute dose d'antidouleur, le temps que la famille se prépare, dise au revoir, j'en sais rien, acheter des fleurs, que son enfant de 10 ans prépare une lettre, un dessin pour le glisser avec le corps de l'animal dans sa housse funéraire. Enfin, c'est important plutôt que d'arriver chez le vétérinaire, on fait une prise de sang, une échographie, on a un diagnostic qui est catastrophe, l'animal il va pas bien non plus et l'euthanasie est la meilleure solution. De repartir 3 quarts d'heure après cette consultation ou 1 heure après sans son animal et parce qu'on l'a euthanasié dans la foulée et c'était la meilleure décision, il n'y a pas de doute, mais cette vitesse est trop difficile pour la famille et donc de différer juste, mais si en gérant bien à nouveau la douleur, etc. de l'animal, juste de 1 heure, 2 heures, voilà. Moi, ça m'est arrivé où on fait une décision d'euthanasie sur un animal, de lui faire une dose de morphine. Moi, j'habitais près de la mer quand j'étais en clinique et de dire aux gens, vous voulez faire une petite balade, on se retrouve dans 2 heures. Vous allez juste au bord de la mer avec votre petit chien dans les bras, vous regardez la mer, vous dites au revoir, vous revenez et les gens ils font ça et après on revient. Donc donc euh, donc voilà, c'était mon côté l'euthanasie en urgence, elle est pas fréquente, évidemment elle existe hein, sur des accidents de la voie publique, de la route où c'est impossible de gérer la douleur, etc. Mais voilà, j'ai un peu dévié. Non, je pense que c'est un message qui est hyper important. Au contraire, tu as très bien fait de le passer et ça parle à plein de gens. Mm. Donc, moi, ce que je retiens, c'est d'éviter la précipitation, en fait, quand on en arrive à cette décision. Et je te rejoins complètement sur ces heures qui sont importantes et tout. D'un autre côté, tu vois, je me suis souvent dit que nous, bah, tu le sais, tu connais notre histoire par cœur et tout, on aurait pu aussi vivre l'inverse, hein. Je crois qu'on s'est arrêté tout juste pour Diva et commençait à y avoir des choses où on était moins dans un accompagnement, en tout cas qui pour moi était suffisamment aligné. Et on a été confronté, bah, je vais le dire concrètement, on n'a pas eu des vétérinaires qui nous ont proposé l'euthanasie au moment où on l'a décidé. C'est moi qui ai dû soulever ce point-là, qui est dû le ressoulever parce que depuis le mois d'avril, j'en parlais. Alors, bien sûr, parce que j'avais aussi cette relation viscérale avec Diva qui faisait que je pense, j'ai été assez vite lucide et j'ai très vite compris les choses. Et bien sûr que ces 2 mois où on l'a gardée et où on a réussi à l'avoir avec nous, nous ont apporté du temps. En même temps, ça a été 2 mois d'intense souffrance où moi j'étais 24 heures sur 24 avec elle et quand elle souffrait, je souffrais forcément. Donc se pose aussi cette question de, pour l'humain, on en parlerait, mais ça marche aussi pour l'animal, de l'acharnement thérapeutique euh, et du poids quand, à l'inverse, c'est toi, euh, famille, qui porte ce choix. Alors moi, j'avais la chance qu'on en ait beaucoup parlé ensemble, j'ai la chance de faire le métier que je fais, d'avoir cette conscience et d'avoir beaucoup cheminé. Pour autant, ben, c'est extrêmement lourd à porter en fait. Quand toi, tu sens que c'est le moment pour ton animal, mais que cette porte ne t'est pas ouverte par le vétérinaire parce que finalement, euh, je vais vraiment peser mes mots et y mettre toutes les pincettes qu'il faut. C'est plus facile, mais c'est vraiment avec des énormes guillemets. Quand cette décision, elle ne vient pas de toi, en fait. C'est aidant, en tout cas. Voilà, c'est pas plus facile puisque c'est horrible comme Oui, décision, je le dis en l'ayant prise. Mais c'est aidant parce que l'expert euh, te le dit. oui. Donc là, plusieurs choses à dire là-dessus. Et tu vois, on a beaucoup de messages là, sur ce point, hein. Là, je lis beaucoup Ouais, de moi messages j'ai qui un disent peu de mal à tout lire en même temps, mais que les vétos, effectivement, n'ouvrent pas cette discussion. oui, Alors,
pour certains, ils le font quand même, disons-le, hein, mais Oui, c'est... alors pourquoi je pourrais pas amener complètement plein de réponses, mais en tout cas, je pense que beaucoup de confrères, de consoeurs et ma profession en elle-même euh, au contraire, a beaucoup de respect pour le lien qu'il y a entre la famille et l'animal. Par exemple, ça serait une erreur de ne pas faire attention à ce que nous disent les familles. Tu as dit, moi, c'était viscéral avec Diva et moi, je peux l'attester parce que je l'ai très bien vu. Et donc, si toi, ton ressenti, c'est que ça, enfin, que tu sais bien que ça va moins bien. En plus, souvent, il y a l'effet blouse blanche un peu quand les animaux, ils arrivent à la clinique, ils ont un petit regain de peps, etc. Enfin, ils sont pas comme à la maison, alors qu'à la maison, ils vont vomir, etc. Donc, obligatoirement, les animaux, ils parlent pas. Nous, on a besoin 100% de la famille pour comprendre et pour avancer dans le diagnostic. Et pour autant, toutes les prises de décision, quand tu as un respect justement pour la famille, pour les propriétaires et pour cette relation avec l'animal, surtout à la fin de vie, il y a beaucoup de vétérinaires où c'est important. Et moi, je pense que cette décision, pour la famille, elle reste intime, personnelle. Et ça n'empêche pas que tu peux avoir du soutien. Tu vois, moi, je dis tout le temps que la décision, elle est aussi conjointe. Ça veut dire que en tant que famille, tu ne forceras jamais un vétérinaire à pratiquer une euthanasie. S'il veut pas le faire, il le fera pas pour n'importe quelle raison. Il a le droit. Mais à l'inverse, un vétérinaire n'a pas le droit de réaliser une euthanasie si la famille de l'animal n'est pas d'accord. Mais tu vois, la posture du vétérinaire, c'est ok, d'être. Alors, il y a des vétérinaires qui vont faire le choix de se dire, bah, je laisse l'entière responsabilité à la famille, décision personnelle, intime. Il y a d'autres qui vont t'accompagner, qui vont avoir ce rôle d'aidant, où moi, je dis souvent aux gens, quand je suis 100% convaincue que c'est la bonne décision, je leur dis même, si je viens chez vous pour réaliser cette euthanasie, c'est parce que je suis 200% convaincue que c'est le mieux pour pour votre animal aujourd'hui. Donc, je suis à 200% avec vous. Même si, en fait, la décision, je les ai accompagnés dans cette décision, mais elle reste intime. S'il m'avait dit non, je préfère qu'on rajoute un peu d'antidouleur et qu'on attende encore 24 heures, si ça n'avait pas été possible de bien gérer la souffrance de l'animal, je leur dis, on rediscute, mais sinon, si c'est possible, enfin voilà, parce qu'on est tout le temps sur une fenêtre, en fait, au mieux pour l'euthanasie, pour le choix du moment. Ça, c'est vraiment la Et chose que tu m'as... je te coupe parce que pour mm, trêve de suspense, parce que je vois que les gens ont de la peine pour moi. Oui, ça a été dur et de toute façon, c'est dur pour n'importe quel gardien d'animal qui a cet attachement toujours, hein. Je vous rassure, j'ai eu cette chance d'avoir Marie justement le lendemain qui m'a dit exactement ce qu'elle est en train de présenter là. Je l'ai eu, ce soutien quand même. Ne créons pas de suspense, je vois qu'il y a des réactions. Je l'ai eu, ce soutien, j'ai eu ces mots, j'ai eu, je pense que c'est la chose la plus... je- on n'aurait pas pu faire mieux pour moi à ce moment-là, hein, d'entendre un vétérinaire me dire, et ça va être dur pour moi de le redire, c'était le bon moment. Parce que ça, on va en parler de cette culpabilité, mais en fait, on prend cette décision où notre animal est là, il y a deux petites piqûres, il est plus là, quoi. Et c'est parce qu'on a pris cette décision. Et d'avoir le soutien que tu apportes, ce soutien inconditionnel, de dire, comme tu viens de le dire, je suis à 200% d'accord avec vous, qui vient mais tellement apaiser tous ces doutes, ce poison, hein, moi j'appelle ce poison du doute qui s'immisce quand même, mais c'est tellement aidant. mm, C'est, c'est la plus, c'est la chose dont on a besoin à ce moment-là quand on a cette tendance à se poser des questions en fait. mm. Donc oui, ça Mais t'aide. mais tu vois toute cette discussion-là, euh, bah, ça demande du temps aussi, tu vois, de discuter, de prendre le temps de ça. Ça demande de la réflexion. Comme tu disais, on peut pas être tous les 4 matins chez notre vétérinaire. C'est compliqué. Et eux aussi, ils peuvent tout simplement pas, avec la demande, le travail qu'ils ont quotidiennement, de pouvoir répondre à ça. Et pourtant, des fois, bah, il faut un peu de réflexion aussi. Toi, tu as avancé, hein, des fois, sur le temps d'une nuit, de réfléchir à certaines choses, etc. Donc c'est pas des décisions qui se prennent à la légère comme tu disais, c'est des décisions qui cheminent en fonction de son animal, en fonction de toi, comment tu places ta notion de la dignité. Moi souvent je dis ça aux gens aussi, c'est que
je pense que le choix de l'euthanasie, on peut être exactement au bon moment. On se dit c'est juste et c'est évidemment c'était ce matin qu'il fallait faire l'euthanasie. On était pile au moment. Hier ça allait encore un peu. Ce matin c'était la cata, donc c'était vraiment le bon jour, bien comme il fallait. On savait que ça allait arriver et là c'était bien. Ça, il y a des gens qui arrivent à prendre cette décision avec leur vétérinaire parfaitement. Mais moi je dis tout le temps que c'est plutôt sur une fenêtre. Tu vois, t'es sur quelques jours. Peut-être que tu aurais pu faire quelques jours avant, quelques jours après, mais en fait, toute cette fenêtre, cette semaine-là, c'était le bon moment. C'est à nouveau cette histoire de qu'on n'est pas dans une urgence complète, on est dans un moment où en fait la prise de décision, elle va être bonne. Et et c'est pas que c'est rassurant, c'est que c'est vrai en fait. Hein, et, 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 et c'est pour ça qu'après, exactement quand tu vas prendre, eh ben, ça dépend de tes histoires de vie, tes croyances, ta spiritualité, tes valeurs. Où est-ce que c'est quoi la dignité pour toi? Moi, souvent, je pose la question en famille. En fait, il faut qu'on prenne 5 minutes ensemble pour se dire, bah, c'est quoi la dignité pour moi, pour ma famille et pour mon animal? Qu'est-ce que j'aimerais pour lui? Et en fait, ça aide à se positionner aussi sur ce qu'on veut pour son animal. Et après, il y a des choses vraiment plus concrètes aussi quand on parle de qualité de vie. Moi, je donne des petites astuces. Hein, je peux en donner une parce que là, on parle presque un peu philosophiquement et ça peut faire peur aux gens. Mais des choses toutes simples aussi, ça peut être, ben, en fait, je liste 3 activités que mon animal il adorait faire. Il y a encore quelques semaines ou qu'il adore faire. Vous pouvez faire dès maintenant. Moi, je prends Mamba, la petite chienne là, qui aboyait. Juste avant de venir au live, je suis allée la promener. J'habite au bord de la mer, donc on est allé sur la plage. Elle m'a ramené un bâton. Elle était hyper contente. Enfin voilà, ça, moi, je sais. Mamba, le jour où elle veut plus aller à la plage, ou alors je l'amène à la plage dans un chariot et elle regarde même pas la mer. Elle a le nez. Enfin, clairement, sa qualité de vie, ça peut dire, elle sera très très détériorée. Donc c'est vraiment de lister des activités. Il adore manger. Non, mais il se jette sur la nourriture. Il adore ça. Là, il veut plus du tout, plus du tout, plus du tout. Et ça permet aussi de voir l'évolution et de se dire, bah, à quel moment en fait mon chien, bah, en fait sa qualité de vie émotionnelle, elle est vraiment atteinte. Ça c'est dans le cas où la qualité de vie, c'est vraiment comme une pyramide. Il faut voir la qualité de vie physique à la base de la pyramide. Donc c'est vraiment les atteintes. Mon chien, il est incontinent, il vomit, il a de la diarrhée, il arrive plus à se déplacer, il a de la douleur, etc. La qualité de vie sociale au milieu, c'est comment il interagit avec sa famille. Est-ce que quand je le promène, il a encore envie d'aller voir les autres chiens qui viennent vers lui? Est-ce que mon chat, en fait, il fait que s'isoler, rentrer dans les placards, il veut même plus de caresses, il demande plus à être brossé alors qu'il adorait ça. Enfin voilà, des choses comme ça. Et tout en haut, c'est la qualité de vie qui s'appelle la qualité de vie émotionnelle. C'est un peu, voilà, est-ce qu'il a encore envie de vivre? Qu'est-ce que c'est la dignité, etc. C'est tout en haut. Ça, c'est vraiment le schéma. Et dès qu'il y a la qualité de vie qui est altérée, ben, on voit à quel niveau, on regarde ça ensemble et on se rend compte de l'évolution, de comment elle se dégrade ou pas pour prendre la décision. Et après, il y a des cas plus complexes parce que là, vous allez me dire, bah, je sais pas, moi, mon chien, c'est un Rottweiler, il a fait un ostéosarcome, c'est un cancer des os sur son antérieur, sur son membre antérieur. Et en fait, la douleur était tellement intense qu'on a choisi de l'euthanasier, qu'on a pris cette décision, alors que franchement, il avait toute sa tête, il me regardait, il comprenait tout, etc. Et ça arrive aussi, évidemment, quand on n'est plus capable de gérer une souffrance intense physique, alors que bah, mentalement, ton animal est toujours là. Ça arrive, c'est des décisions d'euthanasie qui sont encore plus dures et où il faut encore plus de soutien, en effet. Et donc du coup, bah, on a commencé à pas mal en parler. Tu nous as dit comment le vivre un peu mieux, comment un petit peu s'y préparer. Alors même si cette question de on a beau s'y préparer, y est-on vraiment prêt un jour, restera une question éternelle. Comment on fait? Il y a plein de Jamais, gens. vraiment. Il y a plein de gens qui réagissaient là du coup à ce que je partageais. J'avais fait une vidéo cette semaine où j'ai osé poser ce mot parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Moi, quand je suis rentrée de l'euthanasie, et pourtant, alors en fait, dès la veille, j'avais commencé à sentir que c'était le bon moment. Le matin même, j'avais vraiment cette sensation que Diva m'appelait à l'aide. Et enfin, quelque chose en moi savait. Les vétérinaires, finalement, quand j'ai soulevé ce point, nous ont dit, ben oui, ça se comprend qu'on en arrive là. Il y en a même une qui nous a dit, c'est la bonne décision, voilà. Et finalement, je rentre chez moi et je me dis, mais je hurle tellement de douleur parce que
c'est mon double. Et je lui dis, mais pourquoi je l'ai tué? Et j'ai osé poser ce mot dans ma vidéo cette semaine, c'était important. Parce que moi, j'ai eu cette sensation Alors, pendant un moment. le pourquoi, je sais pas si tu l'avais parce que tu viens de dire que c'était la bonne décision, mais par contre, le fait de vraiment, je l'ai tué, quoi, même sans le pourquoi, quoi, tu vois, de je Bah, il y l'ai avait tué, c'est moi qui ai pris cette décision-là, quoi. le pourquoi, c'était bah, si je l'avais pas fait, elle serait encore là, en fait. Oui. Et c'était vraiment ça. Mais donc la question, c'est comment on fait pour vivre avec cette responsabilité après. Tu as commencé un petit peu à nous y répondre, mais là, il y a plein, plein, plein de gens Mm, qui en reparlent. oui. Donc, donc je Mais en sais que fait, ça c'est, c'est probablement ce qui est le plus dur à gérer dans le deuil animalier, c'est cette culpabilité qu'on a sur la prise de décision d'euthanasie. Je dis souvent que l'euthanasie, c'est un acte d'amour ou de compassion. C'est certain quand il est bien choisi. Enfin ça, on vient de passer un petit moment pour parler de tout ça, mais avec des coûts émotionnels pour la famille qui prend cette décision-là, qui sont immenses, intenses, insupportables. Enfin, ce que tu as ressenti en fait à ce moment-là, c'est que c'était la bonne décision. Tu en es pratiquement intimement convaincu ce soir-là quand tu rentres chez toi. Il y a des vétos qui, moi, le lendemain, je te le répète que c'était la bonne décision. Tu as ton véto aussi traitant qui t'accompagne. Mais ce coup émotionnel d'avoir choisi, en fait, d'avoir pris la décision pour un être vivant qui n'est pas toi-même, bah, il est très, très fort. Et alors, pour l'enlever, j'aimerais avoir une baguette magique pour enlever cette culpabilité, en fait, mais je pense que je n'y arrive, je l'avoue, je n'arrive jamais à l'enlever complètement dans le cœur des personnes. Moi-même, je le ressentirai quand j'euthanasierai Mamba ou Eben, ma petite chatte probablement. Euh, mais et comment l'enlever? en Ah, accompagnement du deuil, c'est y compris humain, donc ce que je fais, hein, c'est un sentiment qu'on accompagne énormément, la culpabilité. Et en fait, la culpabilité, c'est vraiment une émotion qui a besoin d'être usée. Donc, eh ben, on y le revient, et cortège on des revient, scies et et des. on y revient, et on y revient. Et moi, par exemple, j'ai aucun problème à le dire, ben, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu besoin de te rappeler parce que j'avais beau me le dire et me le dire et me le dire que ben oui, j'avais fait le bon choix, que c'était effectivement la bonne décision, que c'était un choix d'amour et essayer de remettre du concret en me disant mais on a passé 7 mois à faire le maximum et ben en fait j'avais besoin de redéposer toute cette charge, j'avais besoin de te réentendre me dire c'était la bonne fenêtre, j'avais besoin que tu me réexpliques certaines choses que j'ai déjà entendues, mais c'est pas grave en fait. Mm. Cette culpabilité, c'est vraiment l'émotion qui par essence a besoin d'être usée, donc elle a besoin d'être Oui. dite, redite et redite, Et des fois, sans qu'on ait il y a la besoin. culpabilité dans le sens inverse, hein, de pas avoir Exactement. réalisé de réaliser l'euthanasie parce qu'on n'a pas eu le temps en pleine nuit, parce que on a, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Et en fait, la fin de vie, il peut y avoir des fins de vie naturelles, enfin, un décès palliatif naturel qui se passe très bien en douceur, etc. Et des fois, avec des moments qui sont beaucoup plus difficiles à vivre, avec des respirations agoniques, des gémissements. Enfin voilà, il peut y avoir des morts naturelles qui sont compliquées. On n'a pas eu la possibilité de faire, de la préparer et de faire par euthanasie, et donc la culpabilité dans le sens inverse de ne pas avoir pratiqué l'euthanasie. Enfin, en effet, c'est un sentiment de toute façon qu'on vivra. Et même, tu vois, dans l'euthanasie, moi, maintenant que j'échange avec plein de gens forcément qui m'en parlent, je me rends compte il y a aussi deux choix. Moi, j'ai vraiment eu cette peur qui parfois me rattrape encore, ce et si, de me dire, mais si on l'avait pas fait, peut-être qu'elle serait encore là, hein. C'est aussi pour ça que des fois, je reviens pour que tu me réexpliques les aspects médicaux et que tu me redises, mais non, là, elle serait plus là. Mais donc moi, du coup, c'est cette crainte d'avoir anticipé. Mais j'entends aussi beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui, eux, se disent, bah oui, mais moi, j'ai trop attendu à l'inverse. Et du Mhm, coup, je m'en veux d'avoir trop attendu. Et là, on revient ben, vraiment à ce que tu expliques, cette fenêtre qui est tellement difficile finalement et fine mm. à trouver. Et puis, il n'y a jamais de truc parfait où on se dit, ben non, c'était tip top. Enfin, ça dépend aussi des personnalités parce qu'on va pas tous avoir cette propension à culpabiliser, bien sûr, hein, mais Ou j'aime alors tu beaucoup. mettras ta culpabilité sur des choses différentes. Tu vois, j'ai accompagné une personne la semaine dernière qui avait la culpabilité d'avoir énormément travaillé et d'avoir moins, euh,
d'arriver à la fin de vie de son chat et de se dire, mais en fait, j'aurais pu profiter beaucoup plus, qu'est-ce que je fais? Et de se le dire à la toute fin, là, quand ça va plus, et d'avoir cette culpabilité. Donc, ta culpabilité, tu la mets sur d'autres choses. Enfin, en tout cas, elle est toujours présente, je suis d'accord avec toi. Euh, Mais en tout cas, à nouveau, d'en parler. Enfin, ça, c'est pareil que quand tu parlais de l'user. Mais c'est aussi d'en parler, en fait, parce que tu peux l'user toi-même en ressassant, mais en fait, d'en parler, d'échanger, et ben, tu diminues par deux la charge que cette culpabilité a c'est ça. sur toi, tu vois. Enfin, par deux, j'en sais Non, rien, mais mais en tout cas, rien que d'en parler et d'échanger, t'as raison de le ça dire, hein, parce que amoindrit ton émotion, quoi. Hein. quand je dis user, c'est ça, hein. C'est en parler Mm, à quelqu'un, c'est pas le ruminer, hein. Tu as raison de faire la distinction mm, parce que c'est bien ce que j'expliquais. Moi, j'avais beau tourner le truc dans ma tête et essayer de me raisonner moi-même. Toute seule, ça ne marchait pas. Pourtant, j'ai tous les outils pour. Voilà. mm. Donc, c'est de ne pas hésiter à effectivement trouver des ressources où on peut appeler ou un ami. Hein. Ça peut être un ami, ça peut être le vétérinaire, ça peut être Oui. Marie. Ça... Il faut faire juste un peu attention, mais comme dans le deuil humain, j'imagine, mais je connais beaucoup moins, hein, enfin, je connais beaucoup moins. Je connais moins et je le pratique moins quand moins, ou pas du tout. Euh, il faut faire quand même attention aux personnes que l'on contacte. Et voilà, il faut qu'il y ait de la confiance et puis surtout que ce soit des personnes qui comprennent la perte d'un animal, même s'ils qualifiée. comprendront pas exactement tes sentiments, tes émotions à toi-même, parce que un deuil c'est singulier, hein, donc on le vit différemment en fonction de chacun de nous, mais qui a quand même cette notion-là, parce que c'est vite qu'on est rattrapé par des incompréhensions de la part des autres. Le deuil animalier, il est tabou, on n'en parle pas. On peut comprendre dans les premiers jours que tu souffres du décès de ton animal, mais 2 mois après, 6 mois après, alors 2 ans après, mais c'est inimaginable. Et d'ailleurs, les gens s'isolent et n'en parlent pas à ces moments-là. Donc, il faut vraiment aller chercher des personnes qui sont de confiance par rapport à cette compréhension du lien homme-animal. Ça, c'est quand même. Et voilà, faut éviter les personnes qui pourraient faire plus de mal parce qu'il en existe quand même. Exactement. Euh, tu as commencé à nous parler de cet aspect, enfin on en a parlé, hein, de la culpabilité qui s'entremêle avec peut-être parfois cette sensation d'avoir trahi aussi son animal, Mm, ça s'entremêle vraiment. mm, Est-ce que pour toi il y a d'autres caractéristiques du deuil animalier? Alors on a parlé de ce manque de reconnaissance, je suis à 200% d'accord. Alors je vous oui. laisse imaginer quand je raconte, ben, en fait ces 7 derniers mois j'avais arrêté la plupart de mes activités pour m'occuper de mon chat. Alors là, on est entre nous, je sais que la plupart des gens qui regardent et qui comprennent, mais généralement, les gens me regardent comme ça euh, pour son chat. Et oui, et je le dis parce que du coup, je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais des regrets énormes, c'est certain. Donc voilà, j'ai pu, encore une fois, j'avais la chance de pouvoir me le permettre et j'ai aucun Mm. regret, mais c'est des choses qui sont pas faciles à Après, assumer. tu sais, ça peut être, et les gens le racontent pas non plus, mais moi j'ai plein de personnes que j'accompagne qui partent plus en vacances sur des années des fois, hein, pendant le vieillissement de leur animal, moi j'ai accompagné une famille pas loin d'ici où la dame elle était ultra touchante parce qu'elle était pas toute jeune, enfin elle était encore active, mais elle était proche de la retraite et elle arrivait beaucoup moins à aller voir sa maman qui était aussi en fin de vie parce qu'elle pouvait pas laisser sa petite chienne Dolly qui était aussi en fin de vie et qui requérait beaucoup de soins. Donc et des gens qui posent des jours en effet de congé avant ou après, ils sont nombreux, mais pareil, ils le disent pas. Voilà, moi j'ai des amis médecins qui parfois ont besoin de mettre en arrêt certaines personnes qui souffrent beaucoup. Enfin voilà, il y a vraiment en fait, tout comme les deuils pour les humains, et tout peut exister et tout peut se passer pour un deuil pour un animal, parce qu'en fait, la douleur à la séparation, elle n'est pas liée enfin, à l'espèce humain, chien, lapin, cheval, tortue, mais elle est liée au lien d'amour que tu avais avec l'individu. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je sais plus, qu'est-ce que tu m'avais dit? Qu'est-ce qui caractérise d'autres Ah peut-être oui, des- bah moi ce que je trouve énormément aussi, c'est la perte d'authenticité de la relation que tu avais. Parce que mine de rien, les relations qu'on a avec nos animaux, si les gens qui nous écoutent sont propriétaires d'animaux, ils sont uniques dans le sens où
je critique pas nos relations humaines qui sont ultra fortes, ultra belles et riches aussi, mais qui fonctionnent sur sur des, il y a des fonctionnements différents, quoi, avec, alors que celui avec un animal, il est beaucoup plus fluide, il est plus simple, il est plus authentique. Ton animal, quand je vais reparler de Mamba tout à l'heure, elle vient me voir, elle voit que je finis de travailler, elle me dit on va se promener et en fait il se ferait beau. Il pleut, ça serait un orage énorme où il pleut, etc. Elle me dirait ah ben on y va. Et puis elle aurait le nez au vent, il pleut, moi j'aurais ma capuche et je serais oh là là je vais être mouillée alors qu'elle elle est juste bah on y est alors t'es contente un bâton. Et en fait c'est ce côté-là qui te ramène au simple, au présent en fait, pas de passé, pas de futur, on est juste ensemble là maintenant que tu perds complètement quand tu perds ton animal et d'autant plus quand t'as pas d'autres animaux à la maison, quoi. Et ou quand en fait le lien que tu avais était très très fort avec cet animal, parce que tu as le droit d'avoir des liens différents entre tous les animaux que tu as à la maison et de pas, enfin voilà, et de l'accepter, c'est normal aussi. Et et ça, cette perte vraiment que tu ressens, et ça va même jusqu'à, donc ça c'est la perte d'authenticité, mais pareil, je parle souvent aux gens que un animal, il est là chez toi tout le temps. Enfin, tu rentres du travail, J'allais te le il dire, vient t'accueillir. Il y a ce côté charnel aussi de bien l'animal. sûr. En fait, tu caresses, tu vois, il y a la caresse, il y a l'odeur, il y a le pelage doux quand tu mets ta tête contre le pelage. Enfin voilà, et tout ce côté charnel qui est très très fort que tu ne retrouves pas obligatoirement avec des humains que tu vas perdre parce que en fait ça peut être ta grand-mère où tu es très très proche mais tu la vois pas tous les jours, tu la serres pas dans tes bras tous les jours, tu sens pas son odeur tous les jours alors que ton animal si, et en plus c'est très réconfortant parce que tu as senti cette odeur toute ta vie à des moments qui étaient importants pour toi où tu avais des difficultés, etc. Donc il y a voilà, donc c'est ce côté-là qui est très difficile aussi à la perte d'un animal. Cette partie-là, moi, je l'appelle toujours, c'est un deuil de l'intime. Mm. Parce que vraiment, nos animaux, ils font partie de notre sphère la plus proche, souvent, hein. Enfin, voilà, je le racontais cette semaine. Moi, je me levais avec Diva tous les matins. Au réveil, j'ouvrais les yeux, c'était elle que je voyais. Je me couchais tous les soirs, c'était la dernière que je voyais. Alors, j'ai mon conjoint, hein, bien sûr, mais généralement, lui s'endort avant moi. Donc, vu qu'elle, elle était toujours là et toute ma journée était avec elle. Et là, vous voyez que je ne suis plus toute seule. C'est cette sphère de l'intime. Ils sont dans nos maisons. Parfois même, ils dorment avec nous. On partage, comme tu dis, il y a ces routines au quotidien de la balade. Voilà, de plein plein de choses comme ça. Et donc, du coup, c'est un deuil qui est intense parce que ce manque, cette absence, ce vide hurle au quotidien en permanence à l'intérieur de chez nous. Mm. On l'a sous. Tu l'expliques très bien sur des cas vraiment concrets, c'est que tu entends presque les pattes de ton chien qui arrivent alors qu'il n'est pas là. Machinalement t'ouvres le frigo et d'habitude tu donnes, genre, je dis ça, ils vont dire ah une véto qui dit ça, tu donnes un bout de jambon à ton à ton chat ou à ton chien, mais en fait là tu ouvres ton frigo, t'es prête à y aller et puis en fait ah mais non bien sûr. Enfin et tout ça c'est des coups de poignard dans le cœur quoi quand ça arrive. Mm. Exactement. Et ben écoute, pour moi, on a fait pas mal le tour. Alors j'ai vu plein, plein, plein de réactions, peu de questions, mais plein de gens qui plutôt ben, témoignaient totalement de ce qu'on disait. Donc là, c'est pareil hein, sur ce côté intime. Une dame qui nous dit, mon mari m'a dit la même chose, je suis là pour te faire des câlins, mais c'est pas vraiment pareil. Mais voilà, on les aime tous, hein, mais Mhm. on partage pas les mêmes choses. Ouais, voilà. Ouais, Beaucoup. ce côté, moi j'ai lu ce côté, en effet, sans jugement, quoi. L'animal n'a jamais de jugement et c'est un amour inconditionnel, donc c'est juste ultra précieux, ce type d'amour. Mm. C'est total. Ouais. On va arriver à la fin, il nous reste à peu près 3 minutes. Si jamais il y a une ou deux questions, on peut regarder. Du coup, moi je vous redis, pour ceux qui sont sur ma page, vous pouvez retrouver Marie, je vous remettrai sa page sur sa page Marie Veto Solam, si je ne me trompe pas. Mhm. Je vous mettrai aussi un lien vers sa newsletter, je vous mettrai tout ça en story, parce que sur Instagram, on ne peut pas mettre dans les posts pour que vous puissiez la retrouver. Et voilà, oui, tu vois, les gens disent oui, tout à fait, un amour inconditionnel. Et si vous n'avez pas de questions, on va
s'arrêter là. Moi, je te remercie du fond du cœur, Marie, ben, pour tout. Pour ta présence, ça tu le sais, mais je te le dirai jamais assez. Ouais. Euh, et de- Et en fait, moi, je vais finir comme ça aussi, Tiffany, de dire que le, mon travail aujourd'hui d'accompagner les familles, eh ben, le live qu'on fait ce soir, c'est à l'image de ce que je vis avec toutes les familles que j'accompagne. En fait, on tisse un lien vraiment étroit ensemble aussi. Et en fait, moi, voilà, Diva, elle fait partie pas de moi, mais un peu quand même. Toi aussi, enfin toute ta famille. Et, euh, et, et c'est pour ça que je vis un très beau métier et que la belle Diva à l'été. et que c'est grâce à des voilà à des personnes. En fait, moi, aujourd'hui, je travaille qu'avec des gens qui aiment passionnément leurs animaux et c'est très beau. En fait, moi, c'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais c'est la fin de la vie, c'est la rupture, c'est la douleur, mais c'est aussi, moi, je trouve la beauté de vos liens qu'on essaye voilà de garder intact, de garder magnifique, de honorer. Et c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je vois tous les jours en fait. Et merci pour ça aussi parce qu'en fait, vous m'apportez aussi beaucoup. Et Tiffany, tu m'as apporté aussi beaucoup avec Diva et avec le reste de ta famille. Et donc merci pour ça aussi, ça me nourrit énormément aussi. Je pense qu'en tout cas, ce live tu le finis à merveille, puis il aura montré qu'on n'est pas seul, hein. Moi, c'est vraiment le truc auquel je crois le plus et dont on a souvent besoin, c'est qu'on peut avoir tendance à s'isoler dans ses deuils parce que c'est pas reconnu, mais créer des espaces comme celui-là, c'est montrer qu'on n'est pas seul. Vous êtes en train de me donner tellement envie de pleurer avec tous ces mots pour dire. Donc voilà, on va pas tarder à Mm. s'arrêter. Merci. Et on n'est pas seul. Et oui, je vous invite, si vous avez besoin de me contacter, ça sera avec plaisir que j'essaierai de vous accompagner du mieux possible, d'être à vos côtés, parce qu'en fait, je suis juste à vos côtés, mais Ça fait ça... une différence énorme. Et Donc, je ne peux plein que de pensées à te Diva, ça recommander. c'est sûr. Je pense qu'il faut remercier Diva, c'est le mot de la fin aussi, parce que on en parlait encore justement la semaine dernière ensemble, Tiffany, que Diva, elle amène plein de choses encore maintenant. Et ça, c'est super beau. Et ça, c'est l'honorer aussi. Exactement. Merci à tous. Moi, je vous recommande Marie, évidemment, les yeux fermés, pour et la connaître et avoir pratiqué, vous savez. Je suis ravie de vous l'avoir présentée. Merci. Et puis, on va s'arrêter là parce que sinon, je vais fondre en larmes bientôt. Donc, merci à tous et merci à toi, Marie, vraiment. Puis, on reste en contact et disponible. Gros bisous, Tiffany, et puis bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.